Bonjour. Pierre Corneille, l'illusion comique. Les habits d'Isabelle et Clindor sont devenus magnifiques, mais leur entente conjugale ne semble pas avoir gagné à cette élévation. Brusquement, catastrophe, des domestiques surprennent Clindor et Rosine et les tuent. Isabelle est traînée à un château voisin où elle servira de jouet aux convoitises du prince. On ne pouvait finir plus atrocement et l'illusion comique nous remplit d'effroi quand on apprend le dénouement tragicomique où Clindor, Isabelle et leurs camarades ont embrassé la profession de comédiens en représentation à Paris. Ils font l'éloge du théâtre et s'en trouvent très bien. Corneille lui-même qualifiera cette comédie d'étrange monstre. Chef-d'œuvre de la comédie baroque, une action bouffonne et tragique où se dénoue la supercherie. On découvre un Corneille que l'on ne connaissait pas, à condition de lire le texte de l'édition originale de 1639 et non la version expurgée compromis entre l'esthétique baroque et le goût classique. Raymond Lebègue sait défigurer les pièces de Corneille qui ont précédé ses chefs-d'œuvre que de les jouer dans le texte révisé par lui en 1660. Lecture ici du texte primitif. Pièce créée au théâtre du Marais. Le nom de Matamor que Corneille donne à son fanfaron et le nom de théâtre de Jornin dit Bellemort. Première représentation en 1636. La scène du Marais possède encore une décoration multiple héritée du Moyen-Âge. Le théâtre offre au regard des spectateurs la grotte du magicien, la prison de Clindor au centre et un rideau tiré qui laisse voir un fond de jardin. En 1937, par la volonté de Louis Jouvet, l'illusion comique devient une féerie, à grand spectacle, mais pas en 1635. Le metteur en scène voulant des images et des couleurs à des spectateurs affamés de cinéma. À ses débuts, ce sont les verres et non les lumières qui faisaient la féerie. Le magicien est spécialisé et voit ses talents se diversifier. Il se moque de ses collègues qui l'accusent de charlatanisme. Succès du fanfaron dans la Commedia dell'arte. En réalité, Corneille utilise la tradition italienne tout en croyant puiser aux sources espagnoles. Des livres sont vendus au XVIIIe siècle dans les boutiques rodomontades espagnoles qui n'ont en commun que le titre de ceux de Brantôme. Conscience excessive que les Espagnols ont de leur bravoure. Brantôme utilise des traits empruntés aux Italiens. Brantôme, grand admirateur de l'Espagne, ne se moque pas de l'armée espagnole, mais propose à ses compagnons des exemples de courage qui lui paraissent dignes des siècles antiques. Les rixes qui éclatent aux yeux du spectateur sont un piment dont tous les auteurs usent avec libéralité à cette époque. Moins fréquent, c'est le monologue du condamné dans sa prison. Il se réfugie dans les souvenirs et évoque les délicieuses images de son bonheur passé. L'enfant perdu est retrouvé sous les habits d'un acteur. N'est pas un thème imaginé par Corneille. Le poète s'inspire du théâtre de son temps. Corneille renferme dans les 5 actes de sa comédie tous les lieux communs du théâtre d'alors. Corneille est animé du désir de plaider la cause du théâtre et des acteurs, Antoine Adam. Il éprouve aussi un besoin de renouvellement, service rendu aussi et dette de reconnaissance à Mondori, montrant ses talents tragiques, et Belém qui joue enfin un rôle à la mesure de ses ambitions. Mondori veut asseoir la réputation de Bellemort et Corneille paye sa dette de reconnaissance à Mondori qui a accueilli ses premiers essais. Corneille renouvelle le personnage traditionnel du soldat fanfaron grâce à la fantaisie verbale.
Sa rhétorique se caractérise par un vocabulaire où abondent les noms exotiques des contrées où Matamor affirme sa valeur omniprésente. Corneille pensait déjà au Cid. Il discrédite l'héroïsme tout extérieur des héros des romans et de tragicomiques, dont les 1000 prouesses ne coûtent rien qu'à raconter. Le futur auteur du Cid sait déjà que le véritable héroïsme est intérieur et saisit l'occasion de montrer combien les grands mots sont faciles. Clindor est un vagabond picaresque qui a tâté de tous les métiers. Il faut souligner le rythme, alternant les scènes comiques, voire bouffonnes, et des scènes sérieuses, voire pathétiques. Intrigue centrale, Corneille intercale une pièce dans une autre pièce, précédée par Céline de Barrau et la comédie des comédiens de Gougenot. L'admirable habileté de Corneille est de ne jamais nous révéler l'illusion. Nous sommes des jouets et brusquement tout s'éclaire et tout se transforme. Il ne reste plus qu'à faire l'éloge du théâtre et des hommes du théâtre, intérêt porté à la comédie par les plus grands personnages du royaume, prince, roi, cardinal. Nous avons corrigé et enrichi la ponctuation de 1639 qui était monotone. 26 corrections ont été effectuées conformément à la liste des fautes notables survenues à l'impression que Corneille a placée en tête de sa comédie. Faute apportant une corruption notable au sens. Le vers 1549 est défiguré dans l'édition de 1639. Court avec un T, lisez court avec un S. Liste des corrections par année, à la page 63, en écriture romaine, LX III 63, de 1644 à 1682. Dans l'édition de 1664, une correction est inspirée par le désir de moderniser la langue. L'heure que est remplacé par l'heure où. Le texte est en vieux français. Voici avec un Y un estrange monstre que je vous dédie, une comédie imparfaite. Dans la présentation adressée à Mademoiselle M. Millet, FDR, fille de Rouen, Matamor, le seul bruit de mon nom renverse les murailles. Contemple ce visage, tu vois un abrégé de toutes les vertus. Lise, je ne suis que servante. Si son visage est beau, le mien n'est pas trop laid. Le meilleur jugement ne choisirait pas mieux. Dans Médée, Corneille faisait dire à Jason, s'adressant à Créouse, « C'est bien de me témoigner un amour infini, de mépriser un roi pour un pauvre banni. » Merci.